même pas croyable qu'il accorde penalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Oh, et enculé d'arbitre, honteux et... Ah, les arbitres. Quand on en parle, c'est souvent en mal. C'est même un des seuls trucs sur lequel les supporters des deux camps peuvent s'entendre. Et pourtant, on est bien content quand ils avantagent notre équipe. Je suis Damien Jodot et vous écoutez Siffler, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres. En 1998, j'avais 10 ans. Comme énormément de gamins de l'époque, je me suis passionné pour le football avec la victoire de la France à la Coupe du Monde. L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil! 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Peu de temps après, j'ai pris une licence de joueur dans mon club de foot local, à Lénier-Saint-Gervais, dans la Sarthe. Bon, je dois vous avouer que j'ai jamais été un joueur mémorable. 6 ans plus tard, je me blesse pendant un match. Rupture d'un ligament du genou. Oh! Grosse tuile. J'ai mis près d'1 an à m'en remettre. Et pendant ma rééducation, un des dirigeants du club, Marc, m'a proposé de me lancer dans l'arbitrage. Pour être honnête, j'étais un peu perplexe au début, mais il m'a donné un argument imparable. J'allais être payé pour mes déplacements. Et je préférais largement toucher de l'argent en visitant les terrains sartois plutôt que d'aller castrer le maïs l'été dans les champs. J'ai été arbitre officiel de football de 2005 à 2010, en commençant par les matchs des jeunes dans le département. Comme j'étais mineur, j'avais pas le permis. C'était souvent mes parents qui m'emmenaient parcourir les terrains sartois, et ça a été une expérience douloureuse pour eux. Encore aujourd'hui, je suis gêné que des supporters, adultes, n'hésitent pas à insulter des adolescents en tenue d'arbitre qui pourraient être leurs fils. Pourquoi une situation qui paraîtrait totalement déplacée dans la vie réelle ne leur pose pas de soucis dans le cadre d'un match de football? En y réfléchissant, s'en prendre à l'arbitre fait entièrement partie du folklore footballistique. Mais pourquoi déteste-t-on l'arbitre? En fait, on ne le déteste pas, mais c'est comme il est porteur d'une violence symbolique. Là, l'arbitre, il rappelle aux joueurs, en fait, qui sont incapables de se contrôler, qui sont incapables de connaître les lois du jeu, les règles du jeu, et que du coup, il est là pour leur rappeler ou leur apprendre. Lucie Letiec est docteure en sociologie et ancienne arbitre de football au niveau national. Sa thèse portait sur les structures de l'arbitrage français. Et en fait, pour répondre à cette violence symbolique, c'est la moquerie, les insultes et plus grave, la violence. Mais en fait, c'est une réponse plutôt normale. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est plutôt accepté aussi socialement. Ça gêne personne qu'on se moque des policiers, qu'on se moque des huissiers de justice, qu'on se moque des arbitres. C'est plutôt accepté socialement parce que justement, c'est une réponse à la violence symbolique dont ils sont porteurs, quoi. Il y a une forme de rejet de l'arbitre, même si je trouve que ces dernières années, il y a eu une vraie évolution à ce sujet. Daniel Riolo est journaliste sportif, écrivain et co-animateur de l'Afterfoot sur RMC. Culturellement, dans le foot, par rapport à d'autres sports, notamment le rugby, où on a dit pendant des années qu'effectivement il y avait une marque de respect qui était plus prononcée, plus marquée, effectivement il y avait culturellement, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, une sorte de mépris pour l'arbitre de foot qui était, quand il sifflait pas comme il faut, forcément vendu, forcément voleur. Ça tenait aussi beaucoup au mode d'arbitrage, parce que c'était énormément de subjectivité, l'arbitrage dans le foot. C'est une décision et qui est pas tout le temps uniforme selon les situations, selon les matchs. Donc forcément, il y avait toujours des discussions, parce qu'il y a toujours eu des émissions télé dans beaucoup de pays, en Italie, en Espagne, en Angleterre, où on analysait les décisions d'arbitres. Donc il y avait toujours des gens pour dire qu'il n'avait pas été bon, et finalement il y en avait très très peu qui étaient considérés comme bons, quoi. C'est la fameuse histoire de... Je sais pas si tu connais cet écrivain argentin. Daniel Riolo parle d'Eduardo Galeano, un Uruguayen qui a écrit ce que je considère comme les meilleurs textes sur le football. Qui avait raconté cette histoire d'un arbitre lors du derby de Quito en Équateur. C'est une histoire bien plus vieille où en fait il racontait que c'était le derby de Quito, que donc c'était chaud et qu'évidemment dans ces cas-là l'arbitre est toujours très très attendu et qu'évidemment a priori pour le public qui joue à domicile il va en prendre plein la gueule. Et sauf qu'il se trouve que avant la rencontre, très peu de temps avant la rencontre, on apprend que l'arbitre a perdu sa maman.
le public se retient vachement parce que justement, donc là, pour une fois, il n'y a pas arbitre fils de pute, voilà, machin. Et il ne se fait pas siffler jusqu'à un moment en deuxième mi-temps où l'équipe locale met un but et il est refusé pour hors-jeu. Et là, des tribunes, tu vois, l'arbitre, orphelin de pute. Quand on est arbitre, il y a la lettre et il y a l'esprit. La lettre, ce sont les 17 lois du jeu, celles qu'on apprend lors de notre formation théorique. L'esprit, c'est la manière dont on va interpréter ces règles une fois sur le terrain. C'est la subjectivité humaine qui compte. Et souvent, les joueurs sont tentés d'en profiter. Il incarne le mec qu'on veut entourlouper parce que, encore une fois, les règles du foot sont subjectives et que c'est de l'interprétation et que donc, en fonction des situations, tu n'as pas toujours la même décision. Donc, tu peux obtenir un penalty. Donc, ça veut dire que tu n'es pas dans le droit si tu obtiens. Ça veut dire que tu peux aller, il y a des expressions qui expliquent tout ça. Tu peux chercher un penalty. Tu peux provoquer un penalty. Tu peux provoquer une expulsion. Donc, en fait, tu joues avec l'arbitre. L'arbitre est un acteur que tu essayes de faire pencher de ton côté en lui parlant, en l'engueulant, en lui mettant la pression. Il y a que dans le foot que tu as ça, finalement. Personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de me laisser abuser par un joueur qui avait plongé au bon moment pour obtenir une faute ou un penalty. Sur le coup, par ego, ça me fout en rogne. Mais quand on aime le foot, on sait que la ruse fait aussi partie du jeu. C'est un jeu du chat et de la souris dont on ne se sort finalement jamais. Je pourrais dire que c'est un crime contre l'esprit du jeu, que c'est scandaleux, etc. Mais dans le fond, je crois que la ruse ne me gêne pas vraiment. Ça fait aussi partie de l'intelligence du joueur de savoir ruser. Et quand j'arbitrais, mon état d'esprit, c'était « triche si tu veux, mais t'as intérêt à pas te faire prendre ». C'est une vraie particularité qui a beaucoup changé ces derniers temps, justement parce que t'as la VAR et que donc, dans le stade, quand il y a une discussion, tu vois le mec qui court vers un écran, donc on se dit qu'il a forcément raison parce qu'il a vérifié sur des images et que en plus les gens qui sont au stade se disent qu'il a vérifié et que donc forcément c'est la vérité. Donc il y a moins de discussions, il n'y a pas moins de débats dans les émissions parce que les gens qui regardent la télé voient que de toute façon il y a encore de la subjectivité, mais en tout cas le rapport au stade et le rapport aux joueurs qui sont sur le terrain, l'arbitre très vite peut dire calmez-vous, de toute façon on va vérifier. Donc en gros fermez vos gueules. À partir du moment où c'était comme ça, qu'il y avait les règles et que le système d'arbitrage était comme ça en faisait un acteur, en tout cas l'homme qu'il fallait entourlouper, l'homme qu'il fallait rouler dans la farine, l'homme qui forcément prend une mauvaise décision. Et il y a toujours moyen de dire que tu as pris une mauvaise décision, parce que même si sur un cas précis, ça se discute moyennement, on se dira « Ouais, ok, mais de toute façon, il y a 10 minutes, t'avais pas dit ça ». Donc de toute façon, on va le ramener à un autre moment du match où il a pas arbitré dans le bon sens, et donc il sera tout le temps discuté. C'est sans fin. Le débat sur l'arbitrage et la personnalité et ce qu'on va dire de l'arbitre, c'est sans fin. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a des œuvres là-dessus. Il y a le film À mort l'arbitre. En fait, on s'excuse du mauvais résultat à travers l'arbitre. C'est aussi un moyen pour les entraîneurs, pour les joueurs, d'excuser leur défaite. Et pour les supporters, peut-être de moins vouloir à leur équipe en disant c'est de la faute de l'arbitre. C'est un moyen de t'exorciser tes propres défauts ou tes problèmes en accusant quelqu'un d'autre. Les jours de match, commentateurs, chroniqueurs et consultants sont souvent accusés d'attiser le feu et de susciter la polémique. Surtout l'un d'entre eux. Je critique beaucoup plus le mode de désignation des arbitres parce que c'est quasiment un système mafieux en France. C'est-à-dire c'est vraiment le régime des petits copains. Ah ouais, d'accord. Donc ça me gave parce qu'à l'arrivée, on se retrouve avec des gros nuls qui sont en plus parfaitement identifiés. Pierre Ménès. Quand j'étais arbitre, c'était un peu notre némésis. C'est simple, chez les arbitres, personne ne pouvait le saquer. Je me rappelle des propos d'un de nos encadrants. Ce consultant qui déblatère, son cul assis sur une chaise. J'aimerais bien le voir arbitrer pour voir s'il est aussi bavard. Jérôme Latta, fondateur du site Les Cahiers du football, a un avis bien tranché sur la question. On peut s'interroger sur la manière dont les retransmissions des matchs de foot, mais pas seulement, c'est-à-dire toutes les discussions autour des matchs de football ont exacerbé cette vocation de l'arbitre à être un bouc émissaire. Parce que ça a atteint un niveau parfois vraiment délirant, avec une composante assez haineuse. Et il y a une veine démagogique qu'on ne peut pas résumer à Pierre Ménès, mais qu'on peut lui faire incarner. C'est quelqu'un qui, sur le plateau de la principale émission en clair hebdomadaire consacrée au football, se paye
gratuitement et de manière assez odieuse des arbitres. Pour son bon plaisir, ça le fait ricaner et évidemment, il met pas mal de gens de son côté. Donc, il y a une dimension démagogique évidente dans le fait de critiquer l'arbitre. Et ça a atteint un niveau assez délirant. Malgré son éviction du Canal Football Club il y a peu, rappelez-vous de la polémique suite à ses comportements sexistes, Pierre Ménès reste encore très populaire. Et dans d'autres émissions, la critique obsessionnelle des arbitres reste un thème facile. Ça permet de remplir du temps d'antenne à peu de frais et de voir les gens s'engueuler. Nous avons donc à la fois une violence symbolique, un défaut de légitimité de l'arbitre et un climat médiatique hostile. Tout ça a des conséquences pour celles et ceux qui officient sur les terrains, professionnels comme amateurs. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons rencontré un jeune arbitre, roué de coups il y a 10 mois, lors d'un match d'adolescents. Il n'oubliera jamais ce moment où un entraîneur, un adulte, est entré sur la pelouse, ivre de rage. Il approchait trop, donc du coup j'ai dû mettre mes deux mains à plat au niveau de son torse pour le repousser comme geste de protection. Et c'est là qu'il a commencé à m'insulter. Et après, il a commencé à me donner des coups, tout ça. Après l'entraîneur, 7 joueurs de 15 ans se sont acharnés à coups de pied, le blessant aux vertèbres et provoquant 6 semaines d'arrêt de travail. J'aurais pu mourir, j'avais vraiment très peur. Vous avez eu le temps de penser à ça ? Ah oui, j'ai eu le temps de penser à ça. Ça a duré 1 minute, mais la minute, elle est très longue quand on se fait agresser au sol, tout ça. Et en plus, quand les gosses, on les entend dire comme quoi ils étaient contents, et entre collègues, ils se sont dit « t'as vu un peu le coup de pied que je lui ai mis dans la tête », tout ça, ils étaient vraiment heureux de se payer un arbitre. D'après les statistiques de l'Union nationale des arbitres de football, l'UNAF, 30% des arbitres amateurs arrêtent au bout d'1 an, 50% au bout de 3 ans. Ce turnover s'explique non seulement par la difficulté à allier arbitrage et vie professionnelle, voire personnelle, mais aussi par la tension lors des matchs qui peut être dure à supporter pour des novices. Certains en ont toutefois fait une force, comme me l'a confié Joël Quignou, un des meilleurs arbitres mondiaux des années 80 et 90, dont le premier match s'est soldé par une agression. En 1968, il se trouve qu'en cours du match, il y a un joueur de l'équipe adverse qui m'a insulté, et j'ai pas accepté cette insulte, j'avais beau avoir que 17 ans, donc j'ai pas malgré tout hésité une seule seconde, et je lui ai dit, allez, tu sors du terrain, tu restes pas sur le terrain, je t'exclus. En fait, ce joueur-là a attendu à la fin du match, et il m'a asséné un violent coup de poing, et du coup, ça a entraîné une bagarre générale avec police secours qui est arrivée, etc. Et puis, tout ça s'est réglé ensuite en commission de discipline. C'est vrai que pour moi, l'arbitrage, c'était pas ça. Je comprenais pas qu'on puisse s'en prendre à quelqu'un, et je me disais, mais c'est triste de voir un joueur réagir de cette façon. Et peut-être que je voulais me persuader que l'arbitrage, c'était pas ça. Et c'est sans doute pour ça que je me suis inscrit. J'ai passé le cours théorique et ensuite le cours pratique. Et c'est comme ça que j'étais admis arbitre de district. J'ai gravi les échelons en accédant, en fait, 7 ans après, au niveau interrégional, en réussissant à accéder 3 ans après à la première division, à la Ligue 1 aujourd'hui. L'immense majorité des matchs de football en France se passent heureusement sans accroc. En 5 ans, j'ai dû arbitrer une centaine de matchs et j'ai connu seulement une poignée de matchs difficiles. J'ai été agressé une seule fois, des claques qui ont valu 2 ans de suspension à leur auteur et une grosse frayeur pour moi. En cas d'agression, les arbitres amateurs peuvent se tourner vers l'UNAF, qui pour le dire très rapidement fait office de syndicat des arbitres. Je me rappelle qu'ils étaient présents à chaque rassemblement de début de saison pour nous proposer d'adhérer à leur amicale. Des vrais passionnés auprès de qui on pouvait se sentir épaulé. Je me suis entretenu avec Jean-Claude Lefranc, ancien arbitre assistant de Ligue 1, président de l'UNAF depuis janvier 2021. Les buts de l'UNAF, c'est bien sûr représenter le corps arbitral, mais tout d'abord, c'est essayer de rassembler les arbitres afin de favoriser l'unité du corps arbitral, défendre les conditions des arbitres. Alors maintenant, c'est les arbitres amateurs parce qu'il y a des arbitres professionnels, mais il y a un syndicat des arbitres professionnels. C'était aussi assurer une protection à ces officiels parce qu'il y a un certain nombre de voies de fait sur officiels. L'UNAF assure l'assistance lors des convocations disciplinaires, mais assure aussi l'assistance juridique et prend en charge les dossiers, les frais d'avocat pour les dossiers de plainte lorsque des arbitres ont été agressés et que des plaintes sont déposées. L'UNAF prend en charge les arbitres. Et puis également, et c'est pas une petite affaire, c'est aussi les représenter dans les instances à la fédération, dans les ligues et dans les districts. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le milieu du football français, le district équivaut au niveau départemental, la ligue équivaut au niveau régional et la fédération au niveau national. Et puis bien sûr, dans les dossiers de plainte,
l'UNAF se porte partie civile également. On assiste nos arbitres, l'avocat les défend, et l'UNAF se porte systématiquement partie civile. Je dirais aussi que l'UNAF a un rôle, et c'est aussi sa volonté d'être fédérateur, et ça se manifeste par une vie, j'allais dire, un peu récréative, quelques manifestations festives, des tournois de foot, etc. Donc toutes ces manifestations récréatives ont la volonté de fidéliser les effectifs. Et aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 rencontres sur l'ensemble du territoire, et les matchs nécessitent la présence d'un officiel. Et les clubs sont demandeurs. Lorsqu'un arbitre est victime d'une agression sur le terrain, l'UNAF le prend en charge. Lorsqu'un arbitre a un problème sur le terrain, il a un référent local et il a un numéro à appeler en cas d'urgence. Donc s'il a un problème, il appelle son référent local, qui l'accompagne au commissariat éventuellement pour déposer plainte et qui prend contact avec lui pour monter très rapidement un dossier, ce qu'on appelle d'agression. Maintenant, au niveau national, on a aussi un logiciel qui nous permet d'avoir un dispositif alerte agression. Et donc à ce moment-là, il y a aussi une action du bureau national, ne serait-ce que le petit coup de fil qui fait du bien pour remonter le moral. Et puis, dans nos accords de partenariat avec le SAF, le syndicat des arbitres de foot de l'élite, très souvent, on a un arbitre de l'élite qui passe un coup de fil à l'arbitre agressé pour lui remonter le moral. Et c'est extrêmement bien perçu par nos adhérents. Dans le suivi juridique de nos arbitres, donc il y a des dépôts de plainte, il y a parfois les arbitres touchent des dommages et intérêts, et on met tout en œuvre également avec nos avocats et éventuellement la caisse d'indemnisation des victimes pour que nos arbitres récupèrent leurs dommages et intérêts. Alors c'est parfois long parce qu'il y a des procédures, mais en tout cas, on est toujours présent aux côtés de nos arbitres agressés. Pour cette saison 2020-21, on a moins de 10 dossiers, mais vous m'accorderez, c'est encore 10 dossiers de trop. On a dû attaquer les compétitions fin août, on a arrêté fin octobre, donc vous voyez, en 2 mois, on a une petite dizaine de dossiers d'agression d'arbitres qui sont pris en charge par notre association, qui vont avoir une suite judiciaire et l'aide d'avocats. Donc les frais d'avocats sont bien sûr pris en charge par la caisse de l'UNAF et non par l'adhérent. L'une des plus grandes victoires politiques de l'UNAF, c'est l'obtention de la loi Lamour en 2006. Elle rend le juge sportif, c'est-à-dire l'arbitre, dépositaire de l'autorité publique au même titre qu'un policier. Agresser physiquement un arbitre, c'est désormais l'assurance de se retrouver face à un tribunal correctionnel. Mais au-delà des aspects juridiques et politiques, l'UNAF remplit aussi un rôle social auprès des arbitres adhérents. Dans une mission qui pouvait découler sous le sens, mais dans le souci d'unifier le corps arbitral, dans la défense juridique, effectivement, on a aussi malheureusement ces accidents de la vie, et on a aussi un fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité, qui est bien sûr abondé par les cotisations, permet d'apporter une petite aide financière aux familles des arbitres qui sont éprouvés. Alors soit par décès d'un très proche, il arrive qu'il y a des arbitres qui décèdent, il y en a déjà eu 2 cette année, on fait des gestes de solidarité, on fait immédiatement un chèque pour permettre à la famille, on participe modestement, mais on participe aux frais d'obsèques. Et puis, dans la région où j'habite, à Lyon, il y a quelques années, on a eu un arbitre qui était agriculteur attaché à sa terre, dont la ferme avait brûlé. Également, effectivement, on a monté un dossier de solidarité, on apporte une aide modeste en fonction de nos possibilités financières, mais on apporte une aide, on se manifeste par ce geste de solidarité. Pendant mes 5 années en tant qu'arbitre officiel, il y a bien eu quelques accrochages et des matchs compliqués, mais j'ai adoré le contact humain avec tous les bénévoles, échanger avec les autres arbitres, sympathiser avec les entraîneurs et même chambrer, gentiment bien sûr, les joueurs. Personnellement, je ne peux pas imaginer un match sans arbitre, mais d'autres s'en sont chargés à ma place. Et ça, on en parle dans le prochain épisode.